Rappelez-vous l'édito du 11. Alors, je suis en train de chercher la carte. C'est pour ça que le débit de ma voix ralentit. Rappelez-vous l'édito du 11. Je vous ai expliqué, et là on va arriver vers l'Ukraine, parce que ça va péter. Aujourd'hui, on voit des Ukrainiens qui menacent de faire des... ça aussi, c'est sympa. Les Ukrainiens qui te disent, bah, si l'Amérique nous soutient pas, on va construire des bombes atomiques à l'ancienne. Et on va attaquer les Russes avec. Si, c'est la dernière blague de Zelensky. Il va faire des bombes atomiques parce que c'est facile. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. À l'ancienne. Donc, des bombes à gravité. Tu vas les porter avec quel avion? Parce que c'est pas je les mets dans l'avion, j'ouvre la fenêtre, je le jette et il faut des avions appropriés. Première chose. Deuxième chose, bombe à gravité, il va falloir survoler l'endroit même où tu veux taper. Ça va être compliqué. C'est de la logique. Une bombe atomique, ça coûte cher, donc tu vas aller taper un objectif qui coûte très cher. L'objectif qui coûte très cher, il n'est pas en première ligne, il est au fond. Entre lui et toi, il y a plein de défenses antiaériennes. Est-ce que tu crois que ton avion ou tes 3 avions vont passer? Et dernière chose, t'as pas l'impression que tu vas bombarder un pays qui a, je crois, 3000, 4000, 5000 têtes nucléaires? Donc tu penses qu'ils vont te laisser venir bombarder avec de l'atomique? Voilà, c'est la dernière blague de Zelensky. Il est de plus en plus rigolo. Donc le 11, je vous avais dit quoi? Le 11, on avait parlé de la contre-offensive qui se déroule, qui a démarré on va dire quoi, le 10, le 11 novembre, à Koursk. Je vais vous mettre la carte. Ce sera plus simple. Alors. On va vous mettre plusieurs cartes aujourd'hui. Ah, vous êtes gâtés. Donc là, elle a 5 heures, donc c'est bon. Par contre, mon ordi est très lent, donc vous m'excuserez. Putain, il me fait péter les plombs, cet ordi. À chaque instruction que je lui demande, il va prendre 30 secondes, 10 secondes, 1 minute. Il va faire sauter le live. Là, je sais pas si vous m'entendez, parce que là, il est parti. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Le 11, et j'espère que vous m'entendez, le 11 novembre, je vous avais dit, il y a 50 000 hommes sur Koursk, d'après ce que dit la presse, parce que nous, encore une fois, nous ne sommes pas sources directes, nous ne sommes que des sources indirectes. Il y a 50 000 hommes qui étaient prévus pour la véritable contre-offensive, c'est-à-dire faire refluer avant que Donald Trump, le 20 janvier, soit ait les pleins pouvoirs, les pouvoirs de président, faire refluer les Ukrainiens. Donc elle avait bien démarré en quelques jours, je vous avais expliqué ça, j'ai même fait une vidéo Patreon. Mais je vous avais dit plusieurs choses, je vous avais dit, voilà, ils ont mobilisé 50 000 hommes là, ça pousse en dessous. Et moi, j'étais encore une fois surpris, je vous avais cassé les bonbons avec Kupiansk. Et à un moment donné, les vidéos sont là, en tout cas pour les membres et les Patreons. Je vous avais dit peut-être que la mobilisation de 50 000 hommes là, c'est peut-être une Maskirova, et peut-être qu'il y a d'autres axes qui vont s'ouvrir. Et ça n'a pas manqué, puisque les Russes sont à Kupiansk. Attendez, on va pas s'enflammer. Pour l'instant, c'est une grosse tête de pont. Mais là, ça s'appelle une percée, ça. Voilà, ça c'est une percée. Abouti ou pas, j'en sais rien, mais ça fait quand même 2 jours. Voilà. Je vous avais dit, ils étaient à portée de champ. Alors, ce qui est marrant, c'est que TF1 continue à nous dire que à Koursk, ça piétine. Ouais, c'est normal, c'est un leurre. Enfin, ils ont tenté une offensive, mais parce qu'il y a des offensives sur plusieurs axes. Mais là, on a une offensive, une belle percée. Après, en fait, toute une campagne, une percée d'opportunités qui change la donne et qui crée un nouvel axe. Sachant que ceci et cela, ils sont en train de remonter, là, gentiment, ça va enfermer 15 000 hommes. Alors moi, j'aimerais revenir là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je fais une fixette sur Kupiansk. Parce qu'il y a une manière de lire la carte, il y a tout un tas de choses. Kupiansk, c'est simple. On va prendre du recul. T'as vu où c'est là. Kupiansk, c'est le verrou nord. C'est l'angle. Tu vois, imagine ça, c'est une fenêtre, ça, c'est l'angle. Donc, faut prendre les angles, déjà. Sachant que l'autre angle, c'est Grand Novosibirka, là, je sais plus comment ça s'appelle, Novosilka. Première chose. Deuxième chose, je t'ai dit que Kupiansk, parce que c'est un verrou stratégique, toutes les logistiques passent par là. C'est une grosse ville, tu peux planquer dans les sous-sols ce que tu veux, des hôpitaux, de la bouffe, les gars peuvent se reposer alors qu'ils se battent à quelques kilomètres, peuvent revenir, donc sur le plan tactique, c'est excellent. C'est une ville aussi, tu vas voir que ça va devenir un village bientôt, sur LCI. Ça te permet d'ouvrir vers l'ouest sur Kharkiv, même si c'est encore loin, mais mine de rien, voilà,
Si tu commences des opérations et tu vas vers l'ouest, tu enfermes toute une grosse poche. C'est le verrou de tout ce que tu veux récupérer, puisque là, tu arrives à la rivière Oskol. Et donc, c'est stratégique, c'est tactique, c'est tout ce que tu veux, c'est tménique, c'est symbolique, c'est ce que tu veux. Mais c'était la ville à prendre, et c'était d'autant plus rageant que les Russes étaient pas loin, à quelques champs, mais ils ne faisaient rien. Alors, en fait, ils faisaient. Les Russes se sont retirés de cette ville en novembre 2022. C'est aussi important parce que c'est voilà le verrou il est là et la ligne c'est toute la rivière Oskol que tu peux voir ici, voilà Oskol River. Les Russes veulent arriver là, à cette frontière naturelle. Voilà. Donc voilà aussi pourquoi c'est important. Bref, je t'explique un petit peu. C'était tellement important que d'énormes constructions défensives ukrainiennes ont été faites pendant des mois. Ils ont claqué des dizaines de millions en dents de dragon, en fossés anti-chars, en champs de mines, en qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, en points forts pour tenir à certains endroits. Il y avait tout un réseau de fortifications. Il y a peut-être 15 ou 20 000 hommes qui se battent à l'intérieur de la poche et peut-être autant de l'autre côté. Donc voilà. Donc si tu entends sur LCI que c'est un petit village, tu pourras rigoler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes se sont retirés, parce que la presse te dit l'offensive victorieuse en 2022 des Ukrainiens ont fait que les Russes ont dû partir de Kupiansk. Non, il n'y a pas eu d'offensive. Les Russes se sont retirés. Ils ont abandonné le terrain aux Ukrainiens. C'est pas les Ukrainiens qui les ont chassés. Ça revient au même, ils prennent le terrain, mais quelque part, faut arrêter de mentir. Donc, partant de là, les Russes ont essayé plus ou moins, bref, ils ont mené la guerre qu'ils ont menée. Et puis, on a commencé à avoir un regain d'intérêt à partir de 2024. On commençait à avoir des concentrations de troupes. Et les Russes, ils savent concentrer des troupes un moment ici, un moment là, un moment à un autre endroit, etc., de manière à fatiguer ceux qui observent et de manière aussi à ne jamais indiquer où est-ce qu'ils vont attaquer. Parce qu'avant que tu attaques, tu as des gens qui tiennent la ligne, tu as des gens derrière un second échelon, et quand tu attaques, tu ramènes d'autres troupes. C'est ça le principe. Sauf que quand tu ramènes beaucoup de monde quelque part, ça se voit. Par satellite, ça se voit parce qu'il y a des camions, parce qu'il faut les faire bouffer, il faut les loger, il faut ceci, il faut cela, bref. Donc et aujourd'hui, tu peux plus te permettre de te cacher avec la technologie qu'il y a. Les guerres se font quasiment sur l'écran. Les mecs qui balancent des drones sur les chars russes, ils sont derrière un écran aujourd'hui. Tu comprends que voilà, l'information, elle est accessible à ceux qui ont la technologie et elle a une énorme valeur parce que c'est l'information qui fait la guerre. C'est l'or du XXIe siècle. Donc les Russes ont commencé à s'intéresser à Kupiansk début 2024. Sauf que le problème, et ça on le voit pas là, mais bon, je te mettrai une autre carte. D'ailleurs, je vais te mettre une autre carte à l'heure. On le voit pas là, mais d'énormes fortifications qui faisaient que chaque mètre, chaque 100 mètres était très coûteux. Ils ont tenté plein d'attaques, ils ont perdu beaucoup d'hommes, ils ont perdu beaucoup de chars. C'était très compliqué. C'est une zone où il faut lancer d'une seule direction, celle-ci, parce que jusque-là, il n'y avait pas cette poche qui se faisait. Là, c'est beaucoup trop loin. Tu lançais des attaques en première main d'une seule direction, les gars étaient derrière, leur artillerie se mettait en action, elle t'éclatait. Les mecs dans les tranchées à droite à gauche, ils finissaient les chars, et les Russes ont perdu beaucoup. Donc, ils étaient bloqués. Ils grignotaient. Et puis arrive cette poche, en juillet, qui coupe en deux tout le groupement ukrainien, qui crée des problèmes d'approvisionnement, qui va leur permettre de récupérer tout ce filament et d'arriver par le sud. Cette poche qui inquiète, parce que tu as 15 000 hommes là, s'ils se font chaudronner, c'est chaud. Et puis pour passer là, il y a la rivière Oskol. Alors si t'es soldat, tu nages un peu, mais quand t'as un véhicule blindé, c'est compliqué de faire passer. C'est une coupure humide, il y a rien de plus chiant. Et là, il y a que ça en Ukraine, des coupures humides, des rivières, des lacs, des ceci, des cela. Sachant que la rivière, elle va chercher sa source très très loin en Russie, et elle descend très très bas. Donc pour la contourner, tu peux te gratter. Autant faire le tour de la Terre. Bref, je vais poursuivre un petit peu le récit pour que vous compreniez un petit peu où je vais en venir. Donc on a cette poche qui a pas mal affaibli, mine de rien, toutes les défenses, qui a désorganisé, etc. Et ça coinçait encore. Ça préparait des chaudrons qu'on a vu se résorber. Bon, t'en as un ici, t'en as, voilà. Il y a des petits chaudrons, mais là, il y a un gros chaudron. Et puis là aussi, ça se prépare, on va pas dire que c'est fait. Et puis, on a eu des attaques, et est arrivé l'effet Kursk.
les amis, est arrivé l'effet Kursk, le magnifique effet Kursk. Tu vas perdre 32 000 hommes dans une poche qui ne sert à rien, et tous ces hommes aujourd'hui, ben, finalement, ils t'auront servi ailleurs, parce que depuis qu'il y a l'effet Kursk, les Russes n'ont jamais autant avancé, rien qu'en août. Tu veux que je te donne un chiffre? En juin, les Russes ont avancé de 50 km². En juin. Pourtant, ils étaient à fond, hein. En juillet, de 180 km². Et puis avec l'effet Kursk, en août, 350 km².